Je suis vraiment persuadé qu'on est en train de vivre quelque chose de très important avec une saga qui va profondément marquer l'histoire du cinéma. Faut qu'on parle de Dune 2. I do see a way. There is a narrow way through. Dune 2 est le nouveau film de Denis Villeneuve et arrive environ 2 ans et demi après la sortie du premier volet. Sachant que le film devait initialement sortir en 2023, mais qu'il a été repoussé, notamment suite aux grèves qui ont eu lieu aux États-Unis. Et finalement, 2 ans et demi d'attente pour un aussi gros projet et un film qui dure quasiment 3 heures, finalement c'est pas tant que ça. Pour rappel, ces 2 volets, à savoir Dune première partie et Dune deuxième partie, sont censés raconter les événements qui ont eu lieu uniquement dans le premier livre de Frank Herbert. L'histoire est la suite directe de la fin des événements du premier volet, avec Paul et sa mère qui sont recueillis par les Fremen suite au massacre de la maison Atréide par la maison Harkonnen. Ils vont alors devoir apprendre les coutumes et le mode de vie de ce peuple du désert. Première chose à savoir, c'est que j'ai découvert ce film en IMAX et j'aimerais vraiment orienter ma critique sur ce point-là, puisque je pense que tout le monde va parler du film, tout le monde va donner les points positifs, les points négatifs, mais moi j'aimerais vraiment vous parler de cet aspect-là qui, pour moi en tout cas, a été fondamental dans ma découverte du film. Alors je vais bien évidemment aussi détailler ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé dans le film, mais voilà, j'aimerais vraiment vous donner envie d'aller le découvrir dans ces conditions-là. La première chose à savoir, c'est que le film a été 100% tourné avec des caméras IMAX. Je ne vais pas vous refaire tout le détail de qu'est-ce que c'est l'IMAX. Grosso modo, c'est une pellicule de 70 mm alors que d'habitude on a du 35 mm. Du coup, c'est un format très différent qui est filmé avec des caméras spécifiques, donc ce qu'on appelle des caméras IMAX. Et je comprends pas comment ce film a pu être tourné en IMAX parce qu'il faut bien se dire qu'une caméra IMAX, c'est un énorme truc d'une 40aine de kilos et qu'en plus de ça, c'est une caméra qui ne capte pas le son. Donc ça veut dire qu'ils ont tourné en décor réel, sachant que déjà que c'est connu que tourner dans un décor avec du sable, c'est la pire chose possible pour un cinéaste. Et en plus de ça, il devait se trimballer un système pour capter le son à côté de l'image. Du coup, dès le premier plan du film, on se rend compte qu'on est face à des visuels extraordinaires avec des couleurs beaucoup plus profondes qu'à l'accoutumée. La photographie est absolument splendide et elle est signée Greg Fraser qui avait déjà travaillé sur la photo du premier opus, mais également sur la photo de The Batman de Matt Reeves ou plus récemment de The Creator de Gareth Edwards. Et je trouve qu'on a des couleurs beaucoup plus vives et beaucoup plus fortes que dans le premier volet, même si on garde ce côté un peu sombre dans l'image. On a moins ce beige ou ce blanc pâle dans les plans du désert. Tout ce travail sur les visuels est magnifié par la mise en scène extraordinaire de Villeneuve, avec cette faculté à iconiser ses personnages. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Après c'est pareil, c'est un style qui est vraiment pas pour tout le monde, c'est très similaire à ce qu'on avait dans Dune 1, à savoir des visuels très contemplatifs, très lents, et on a les ralentis inévitables comme on a tout le temps chez Villeneuve. Du coup ouais, des fois quand les soldats descendent d'un vaisseau, ça met littéralement 5 minutes, mais moi perso ça me régale. Ce qui est aussi intéressant au niveau de l'image en IMAX, c'est que c'est un format qui joue bien plus sur la verticalité, puisqu'en fait on a un écran qui est plus haut, enfin plus large qu'un écran normal. Et on voit qu'il y a énormément de plans dans le film qui ont été réfléchis pour être conçus verticalement justement, et se priver de ce format, c'est vraiment se priver de la vision de son réalisateur. Parce que du coup dans les salles classiques, avec un écran classique, l'image elle sera coupée en haut et en bas. Et surtout que là on a un film qui a été tourné en caméra IMAX. Donc souvent les films qui sont projetés dans des salles IMAX, c'est des films qui n'ont aucune raison d'être projetés dans ces salles, puisqu'en gros on va juste prendre l'image et l'étirer pour l'adapter à l'écran. Mais le plus gros point qui m'a le plus marqué lors de mon expérience en IMAX, c'est le travail sur le son qui est absolument extraordinaire. On a un travail gigantesque sur les basses, notamment avec les marteleurs, donc c'est ces petits systèmes qui plantent dans le sable et qui font des vibrations à intervalles réguliers pour notamment attirer les vers. Et chaque vibration provoquée par ce système-là a fait vraiment vibrer la salle à chaque fois. Et enfin, il y a un travail sur le son qui est incroyable. Et en plus, on a toujours la bande originale de Hans Zimmer qui est dans la continuité directe du premier volet et qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, je voulais vraiment faire une petite parenthèse courte sur Hans Zimmer. J'ai l'impression que tout le monde adule ce gars. Alors certes, il a signé des bandes originales les plus cultes de l'histoire du cinéma et qui sont encore aujourd'hui incroyables, mais depuis plusieurs années, voire presque depuis une décennie, il n'a pas fait grand chose de marquant. Alors oui, effectivement, il a fait la bande originale de Interstellar qui est effectivement assez extraordinaire, mais ça fait presque 10 ans, et depuis ça, il n'a rien fait de dingue.
Et pour moi, justement, sa BO de Dune 1, c'était sa nouvelle référence récente. Donc ouais, je trouve qu'entre Interstellar et là son travail qui est vraiment génial sur les deux Dunes, cette dernière décennie, Hans Zimmer, c'est pas dingue. Hein. Du coup voilà, c'est une parenthèse, mais je comprends vraiment pas pourquoi il y a toute cette hype encore aujourd'hui autour de ce compositeur. Pour revenir au film en lui-même, c'est vrai que Dune 1 s'apparentait à un grand prologue, et ici, Villeneuve considère qu'on a, on a acquis toutes les clés de l'univers, et maintenant on peut attaquer un récit qui est bien plus impactant. Il y a d'ailleurs beaucoup moins de personnages que dans la première partie, ce qui renforce très largement notre attache émotionnelle. Parce que même si Dune 1 est un film que je considérais comme un film vraiment excellent et une excellente introduction à cet univers, c'est vrai que le principal problème, selon moi, c'était la distance que l'on avait avec ces personnages. On a notamment la mort d'un personnage clé qui est censé être un moment ultra fort dans l'œuvre et qui, lors de mes 2 visionnages, ne m'a absolument rien fait ressentir. Faut aussi voir que cette deuxième partie a vraiment été vendue comme un film d'action, et pour moi c'est pas un pur film d'action, c'est plutôt un film à grand spectacle, et c'est pas exactement la même chose. On a certes plus de séquences d'action que dans le 1, mais la très grande majorité du récit s'articule toujours autour de longues séquences de dialogue. Et personnellement, je vais voir Dune pour le lore, pour la caractérisation de l'univers, donc ça me va parfaitement. Puis en fait, à côté de ça, les séquences d'action, elles sont toutes extraordinaires. On a dès le départ cette séquence d'ouverture qui est incroyable et qui a d'ailleurs cette teinte très particulière qui est vraiment orange vive et qui est magnifiée en plus en IMAX. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. Ensuite, on a beaucoup de séquences avec ces moissonneuses qu'on avait déjà dans le 1 qui récoltent l'épice, avec notamment des attaques qui sont vraiment super ludiques. You've been fighting the Harkonnens for decades. Oh! On a aussi cette épreuve où Paul va devoir chevaucher pour la première fois un ver et vraiment les frissons. Il y a une harmonie dans cette scène avec les visuels, la sorte de tempête de sable qui monte et le travail sur le son. C'était vraiment un moment incroyable, j'ai trouvé. Et surtout, c'était une sorte de tempête de sable qui était vraiment réussie, alors que pour le coup, dans le 1, la séquence dans le vaisseau avec la tempête de sable, je la trouvais vraiment pas très inspirée. Et d'ailleurs qui était largement emprunté à Fury Road, mais en beaucoup moins bien fait. Et puis surtout, on a enfin un vrai climax. Le souci, c'est qu'avec le 1, on avait un gros climax au bout d'environ 1h30 de film, et du coup, après, pendant 1 heure, le film retombait beaucoup en pression. On avait simplement à la fin un combat en 1 contre 1, mais dont l'issue était tellement prévisible que il n'y avait aucun enjeu finalement. Alors que là, on a un vrai grand climax avec énormément d'enjeux qui ont été posés au préalable et qui entrent en collision successivement. Et encore une fois, cette fois-ci, on a un combat en 1 contre 1, mais où les enjeux sont tellement forts et imprévisibles que la séquence marche à 2000%. En plus, le réalisateur décide de couper la musique à ce moment-là, ce qui fait qu'on entend vraiment les bruits sourds des coups portés, ce qui fait que la scène nous prend vraiment aux tripes. À côté de ça, on a enfin des personnages qui sont vraiment attachants et qui sont surtout pas du tout manichéens. On a déjà le personnage de Paul, qui est incarné par un Timothée Chalamet, ultra convaincant. Sans trop en dévoiler, le personnage a une évolution au sein même de cette deuxième partie, jusqu'à avoir une aura et une iconisation, mais littéralement de prophète. Avec notamment cette séquence vers les 2/3 du film où c'est vraiment un motivation speech, où le personnage de Paul s'adresse à une foule d'illuminés et où Chalamet est ultra juste et ultra convaincant. Duke of Arrakis! Faut même se rappeler qu'il y a seulement quelques mois, ce même mec était absolument parfait dans un rôle où il dansait en faisant tourner sa canne et il chantait en faisant voler ses chocolats. Puis c'est génial parce qu'on s'éloigne très franchement de la caractérisation du personnage du premier film, à savoir l'ado mystérieux, brun ténébreux, qui avait pas beaucoup de matière à jouer. Là, il dessine au fur et à mesure du récit son aura et son charisme et ça marche extrêmement bien. Les personnages féminins sont aussi super pertinents. On a Rebecca Ferguson dans le rôle de la mère, qui est toujours super ambiguë et difficile à cerner, encore plus que dans le premier film. Puis on a Zendaya dans le rôle de Shani, qui joue un rôle qu'on a clairement vu des centaines de fois au cinéma, mais qui, je saurais pas l'expliquer pourquoi, mais m'a complètement hypnotisé. Je suis vraiment tombé amoureux de ce personnage, de sa désinvolture et de son abnégation pour défendre son peuple. On a Florence Pugh aussi qui joue la fille de l'empereur et qui n'a pas grand chose à jouer finalement, mais qui est absolument parfaite dans ce rôle. Surtout qu'ils lui ont filé des costumes alors qu'ils sont certes magnifiques, mais qui sont vraiment pas des pièces faciles à porter. Et elle est absolument magnifique avec.
Bon, par contre, on va pas forcément parler de Léa Seydoux. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'elle foutait là. Alors d'habitude, c'est une actrice que j'aime plutôt bien, mais là, elle a vraiment 10 minutes de présence à l'écran et elle a le rôle classicos de la femme. Bonjour, je suis juste là pour enfanter et c'est tout. Alors on a parlé de la finesse d'écriture des personnages, mais on peut surtout parler de la finesse d'écriture du récit en lui-même. Enfin, on a une vraie grande saga blockbuster avec des vrais enjeux qui sont pas manichéens. On a notamment des guerres de religion, des jeux de pouvoir entre grandes familles. C'est extrêmement difficile de savoir où le récit va nous mener et c'est vraiment génial d'avoir un univers aussi atypique et aussi rafraîchissant. Comes from dukes and great houses. Here, we're equal. Alors pour aller rapidement sur les petits griefs que j'ai envers le film, j'ai vraiment trouvé à plusieurs reprises qu'il y avait un petit problème dans le montage. On a à certaines reprises des cuts qui paraissent vraiment abrupts et du coup des fois on a des séquences qui s'enchaînent sans trop de logique. Et du coup je pense qu'il existe clairement une version longue du film, mais que déjà un film de 3 heures pour une proposition grand public c'est vraiment beaucoup. Et ouais, notamment dans la deuxième partie, j'ai trouvé qu'il y avait des cuts et des ellipses temporelles qui rendaient le cheminement du récit vraiment très confus. Ensuite, je me suis également noté la relation entre Paul et Chani, alors qui est vraiment excellente dans la deuxième partie du film et qui m'a profondément ému, mais qui démarre bien trop vite, je trouve. On a une fameuse séquence sur une dune avec un premier baiser qui sort vraiment du chapeau, avec des lignes de dialogue qui sont ultra mielleuses et qui s'harmonisent pas du tout avec le ton très froid et très adulte du récit à côté. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Pareil pour l'introduction de Feyd-Rautha, qui est le méchant de la famille Harkonnen et qui est incarné par Austin Butler. Alors la présentation du méchant en lui-même est plutôt géniale avec tout ce travail sur le côté noir et blanc de la planète. Et pour la petite anecdote, toute la séquence sur cette planète a été entièrement filmée en caméra infrarouge. Feyd-Rautha, he's psychotic. Je trouve encore une fois qu'il y a un petit problème avec le montage parce que cette présentation, elle arrive un peu au forceps en plein milieu du film et elle dure 30-40 minutes sans s'arrêter. Je pense qu'il aurait été préférable d'alterner entre l'arc de Paul et l'arc de Feyd-Rautha. En plus, ça aurait permis d'alterner entre des couleurs très vives et un univers uniquement en noir et blanc, ce qui aurait, je pense, été plutôt très cool visuellement. Donc voilà, j'ai repéré quelques petits accros dans le montage du film, mais c'est très clairement du pinaillage. Et d'ailleurs, je suis quand même curieux de faire une petite parenthèse, mais est-ce que Denis Villeneuve a vraiment déjà fait un mauvais film ? Là, j'ai sa filmographie sous les yeux, donc déjà les deux Dunes, je trouve c'est excellent. Le Blade Runner qu'il a proposé, on ne peut ne pas aimer la proposition, mais il faut reconnaître que c'est extrêmement couillu comme projet et personnellement je trouve ça vraiment génial. Premier Contact, c'est complètement dingue. Il a fait Sicario, le premier volet, un an avant, pareil, c'est génial. Prisoners en 2013, qui est probablement un de ses meilleurs films avec un récit ultra lugubre mais incroyable. Enemy, que moi j'ai vraiment aimé mais qui peut-être était moins convaincant, ça je suis d'accord. Et surtout Incendie, qui est le premier film que j'ai vu de lui, que j'ai vu 2 fois et c'est potentiellement mon film préféré de Villeneuve. Je trouve ça complètement fou, Incendie. Alors c'est un récit très dur et qui est très très différent de ce qu'il a fait par la suite, mais si vous êtes bien accroché, je peux vraiment vous conseiller de le voir. Bref, je le dis aujourd'hui, mais je pense vraiment que Dune 2 est un film qui va rentrer au panthéon des plus grandes œuvres SF proposées dans l'histoire du cinéma. Je peux pas vous dire que ce sera le meilleur blockbuster désertique de l'année, parce que dans un peu plus de 2 mois, on a un certain Furiosa qui débarque en salle. Et ça, au vu de mes attentes, ça peut absolument tout défoncer cette année. Mais Dune 2 et plus globalement la saga Dune qui est en train de proposer et qui est en train d'adapter Denis Villeneuve est une saga qui va profondément marquer l'histoire du cinéma, je pense. Et on est en train de vivre ça. Enfin, on peut aller en salle et découvrir les films. Je trouve ça génial. Moi, je suis d'une génération où on n'a pas vécu la sortie des Star Wars en salle. Mis à part une postlogie, mais ça on va pas en parler. Notamment le 9 que j'avais vu en IMAX à l'époque. J'avais moins ressenti l'expérience IMAX, c'est bizarre. Mais ouais là, Dune 2, alors je vous conseille de le découvrir absolument et évidemment au cinéma. Mais franchement, si vous le pouvez, allez le voir en IMAX. Alors ok, c'est un peu cher, mais franchement, s'il y a un film à découvrir dans ces conditions-là, c'est bien celui-ci. Donc vraiment, faites-moi confiance, foncez.